pour la grande majorité, on a intégré naturellement les lectures dominantes. L'histoire de la colonisation, ceux qui l'ont écrit, c'est quasiment tous les mêmes. C'est un certain nombre d'intellectuels avec une idéologie claire, une certaine vision et une volonté. On n'écrit jamais l'histoire, on ne produit jamais du sens et on ne produit jamais de la théorie pour le plaisir de la produire. On est influencé par la situation d'où on parle. On parle toujours de quelque part. Donc, l'ensemble de ces catégories font que les musulmans ne perçoivent pas ça. Mais si on revient à nos fondamentaux, les premiers califes avaient adopté ce que j'appelle la théologie de l'anticipation. Ils avaient une vision pragmatique du réel qui était complètement dénuée des sentiments. C'est-à-dire que c'est vrai que si je pense à mes parents, à mes ancêtres, j'ai envie de transmettre un certain nombre d'éléments issus de la culture familiale. Mais en quoi ces éléments de culture que je souhaite transmettre, que je voudrais transmettre d'un point de vue sentimental, sont véritablement un élément positif pour la génération qui arrive? Un des grands califes de l'islam, les 4 premiers califes, on considère chez les musulmans qu'ils sont la référence ultime en termes de direction, de gouvernance politique. L'un d'entre eux disait quelque chose de très fort. C'est un arabe, issu des grandes tribus arabes, et il s'adressait à ses contemporains, c'est-à-dire il s'adressait non seulement aux compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire aux compagnons qui ont vécu avec lui la révélation, donc qui avaient la même compréhension de l'islam que lui, et il s'adressait aux nouvelles générations, en leur disant, comme conseil et recommandation, donc ce n'est pas un texte théologique, mais c'est une vision pragmatique, donc c'est cette théologie de l'anticipation, il dit, n'éduquez pas vos enfants comme vous avez été éduqués, ils sont nés pour une époque qui n'est pas votre époque. Et ça, c'est la clé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces populations nouvelles qui arrivaient, c'est leurs enfants, donc, la troisième génération, donc la deuxième génération après les compagnons, allaient arriver dans une société musulmane qui n'était pas la société tribale de l'époque prophétique, mais qui allait devenir un empire, qui allait absorber la Perse, qui allait absorber la Syrie qui avait 10 000 ans d'histoire, qui allait absorber l'Égypte, qui allait s'étendre jusqu'aux frontières d'Europe. Donc la génération qui allait vivre dans ce nouvel espace musulman n'était pas la génération qui a vécu à la Mecque et ensuite au maximum donc dans des frontières qui étaient liées à la péninsule arabique et qui avaient un contexte autre. En conclusion, il s'agit de substituer les terreaux culturels dans lesquels l'islam s'enracine. Donc, pour qu'ils puissent survivre, parce qu'à mon sens, en tant que musulman, l'essentiel pour nous, la question suprême, c'est pas tant la discrimination, la mémoire de la colonisation, les luttes qu'on nous présente comme étant les luttes essentielles pour les populations héritières de l'immigration. À mon sens, il y a un seul objectif unique, suprême et absolu, c'est comment, sauvegarder le noyau irréductible de l'islam, parce que c'est ça parce que c'est notre cœur, c'est la clé pour notre vision du monde, parce que si c'est pas ça qui est important, donc, et que l'islam est secondaire, dans ce cas ça pose plus de problème. On est français tout court, on peut être laïque, athée, catholique, sans religion, donc ça pose pas de problème en soi. Aujourd'hui, d'après la question des minarets, il revient à l'islam. Donc c'est toujours la question centrale à mon sens aujourd'hui, c'est la question sur laquelle il va falloir résoudre la problématique en une seule fois. Donc, si on part du principe que c'est notre priorité absolue et que notre postulat qui est que l'islam ne subsiste et ne produit de la civilisation que dans un terreau culturel homogène et fort, ça signifie qu'il doit quitter très vite, c'est-à-dire au 1er janvier 2010, donc pour les générations de demain, les terreaux culturels d'origine, hérités, empruntés, exilés, pour un nouvel espace culturel qui est l'espace français, qui de toute façon sera l'espace majoritaire pour nos descendants demain, puisque même ceux qui s'attachent à l'altérité d'origine, aux cultures d'origine, savent que ça va disparaître avec le temps. Donc autant provoquer rapidement les événements, on n'a plus le temps, vu les enjeux qu'il y a derrière, vu ceux qui travaillent à la destruction de ce projet. Et donc il faut pouvoir l'enraciner dans un terreau culturel qui est finalement le terreau français, la culture, les traditions françaises, moi qui suis parti à la campagne pour justement fuir la vie urbaine et ses inconvénients, est beaucoup plus accessible. Je m'occupe notamment d'enfants à travers le scoutisme par exemple, et il est beaucoup plus aisé pour des musulmans vivant en province ou à la campagne de s'intéresser aux pratiques culturelles locales, aux comices agricoles, à la gastronomie locale, aux traditions et je vais très loin même, j'intéresse mes enfants aux patois locaux.
Je pense que apprendre un patois local a plus d'importance en termes d'enracinement pour un enfant issu de l'immigration que sauvegarder, et là je sais que ça ne va pas faire plaisir, mais c'est la réalité, que sauvegarder les langues d'origine ou les dialectes d'origine qui ne produisent qu'une mémoire familiale qui se fragilise avec le temps de toute façon, alors qu'un patois enracine réellement. La question qui va se poser effectivement, c'est pour les zones urbaines importantes, puisque dans les grandes zones urbaines, on aura donc une pratique de l'islam en milieu urbain, où on aura des populations qui sont effectivement celles qui sont dans des contextes culturels qu'on connaît. Et le problème de fond revient à la France elle-même, puisque il s'agit d'enraciner l'islam dans un contexte culturel français, une tradition, un noyau français donc originel. Et il s'avère qu'effectivement, malheureusement, depuis 40 ans, ce terreau culturel qu'on aurait voulu être l'humus pour cet islam français, bien évidemment, à force de pesticides et d'engrais idéologiques, cette France-là, en tout cas, est en voie de disparition, puisqu'elle est remplacée par une américanisation progressive, une acculturation généralisée, une baisse du niveau de la langue, etc. Et je pense que là, ça doit passer d'abord et avant tout par des éléments fédérateurs en lien avec les traditions françaises, notamment la question de la langue. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre une civilisation, une histoire, si on ne s'intéresse pas à la langue. Et la question de la langue est une question fondamentale qui aujourd'hui, j'ai pas de solution clé. Ce qui est sûr, c'est que c'est avec les Français qui ont conscience de ce qu'est la France. Je veux dire, pour comprendre ce que c'est la France, c'est pas chez Besancenot que je vais aller, ou à l'UMP ou au PS, qui sont des gestionnaires de l'espace français, qui est un simple marché finalement pour eux. Et je ne les ai jamais entendus parler de la France avec une démarche avec un sentiment charnel. J'ai entendu les Turcs parler de la Turquie, j'entends les Algériens parler de l'Algérie, j'entends les Afghans parler de leur pays. Je sens la fibre amoureuse, le lien intense et charnel avec la terre. Lorsque j'entends la plupart des élites politiques de ce pays, ça a complètement disparu. Donc c'est avec les Français qui ont encore conscience de ce que peut représenter cette France, qui ont encore une idée de ce que peut signifier préserver ce patrimoine, ou en tout cas même le ressusciter. Et je pense que nous, en tant que musulmans français récents, nous avons un rôle déterminant dans la régénérescence de ces référents culturels originels qui ont toujours fait la France, qui ont subsisté. J'ai quelqu'un qui m'a renvoyé un mail en me disant la France, c'est pas que la baguette et le camembert. Bon, mais la baguette, je suis désolé, moi j'ai été dans des pays partout dans le monde, on sait très mal faire la baguette, et la baguette française, c'est le pain rond traditionnel qui est séculaire, multiséculaire, et il a été allongé pendant la campagne napoléonienne, inventé donc par les boulangers de l'armée napoléonienne, pour qu'il soit donc allongé afin que les soldats français puissent le prendre, le transporter facilement, pour une raison utilitaire et pratique. Et la baguette, effectivement, représente un certain art de vivre. C'est pas la France, se résume pas à une baguette, on est bien d'accord, mais entre la baguette et l'hamburger, évidemment, je souhaite non seulement mes enfants, je leur apprends à faire de la baguette. On va visiter les boulangers traditionnels, on découvre le pain du Morvan, la miche morvandelle, etc. Ils apprennent à apprécier ce pain, à le faire eux-mêmes, et c'est comme ça qu'on commence par l'enseignement.